Dala, 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 dala. Bonjour et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants aux quatre yeux. Donc, comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur l'expression de la tradition et de la spiritualité dans, dans le langage, dans les langues, particulièrement comment la tradition africaine ou spiritualité africaine peut s'exprimer à travers le français, et où je vous parlais en vous disant que le langage n'est qu'un outil pour pouvoir exprimer quelque chose. Donc la spiritualité peut s'exprimer dans toutes les langues qui existent, mais elle ne va pas forcément s'exprimer de la manière dont vous y attendez. Et c'est pour ça que je vous disais que parfois la langue est un véhicule, mais il faut quand même savoir ce que vous cherchez pour pouvoir comprendre en fait. Dans l'autre vidéo, je vous donnais l'exemple du maquis, mais ici, justement, quand on parle d'enfants aux quatre yeux, ce sont des mots français. Vous pouvez penser que c'est littéralement un enfant qui a quatre yeux sur son visage, quatre yeux physiques sur sa face, mais ce n'est pas le cas. Et je vous laisserai peut-être mettre une petite pause et vous demander à quoi est-ce que vous pensez que ça réfère. Donc vous pouvez poser, répondre dans les commentaires et puis revenir pour la suite. Donc voilà, si vous regardez une traduction littérale, vous allez penser, mais c'est du français, je connais tous les mots, donc ça veut dire que c'est un enfant qui est peut-être né avec une malformation ou un problème physique où on peut voir quatre yeux sur son visage, mais pas du tout en fait. Ici, il s'agit de l'expression d'une notion spirituelle. Donc quand on dit un enfant a quatre yeux, c'est tout simplement que l'enfant a les deux yeux comme toute personne qui est née. Donc c'est les deux yeux qui permettent de voir dans le monde matériel et physique. Et puis, l'enfant a aussi deux paires de yeux qui sont tout simplement lui permettant de voir dans ce qui est au-delà du physique, dans le spirituel, l'énergétique. Et donc, les deux autres paires de yeux que cet enfant a ne sont pas visibles, elles sont dans l'immatériel. Et la façon dont on s'est aperçu que des enfants naissaient comme ça, donc ce n'est pas quelque chose qui vient de la culture française, puisque cette expression-là n'existe pas en elle-même dans la culture française. Elle s'est développée en Afrique, justement, dans l'expression de certaines traditions culturelles ou spirituelles africaines, et notamment chez les Bamileke, mais dans plusieurs autres traditions africaines, on peut retrouver une terminologie qui est similaire. Et puis, en Asie, en Inde, on retrouve aussi ça avec la notion du troisième œil. Donc, ce n'est pas un troisième œil qui est dans votre front physiquement, littéralement, mais c'est un troisième œil qui est sur un aspect spirituel qui vous relie au divin, à la spiritualité, au monde spirituel finalement. Et donc ici, il s'agit à peu près du même concept où on parle d'enfants qui ont cette habilité, cette possibilité, cette aptitude à pouvoir voir au-delà de l'aspect physique. Et comment est-ce que vous allez savoir si vous avez un enfant donc des enfants qui sont maintenant des adultes qui avaient quatre yeux à l'époque le savent. Maintenant, pour vous, si jamais vous vous demandez est-ce que votre enfant est un enfant qui a quatre yeux ou pas, et on dit toujours enfant parce qu'ici il s'agit souvent de regarder à partir du nouveau-né. À partir du nouveau-né, jusqu'à même au nourrisson, au toddler en français, au petit enfant de moins de 2 ans. Donc l'enfant qui n'est pas encore capable de parler avec des mots pour s'exprimer. Donc il va devoir parler avec son langage du corps, il va devoir utiliser ses pleurs, ses cris, etc. pour avoir votre attention. Donc la manière pour vous de distinguer, est-ce que c'est vraiment un enfant qui a quatre yeux qui essaie d'exprimer quelque chose ou qui vit quelque chose, c'est tout d'abord d'éliminer. Si l'enfant pleure, vous allez vérifier bien sûr les bases, les choses typiques. Est-ce que, est-ce que cet enfant-là, il a besoin d'être changé? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'être cajolé? Passer un peu plus de temps avec lui, d'attention. Et si vous éliminez tout ça, vous allez voir qu'il y a plus à observer. Donc ça pourrait être que l'enfant pleure déjà d'une manière qui est différente, distincte de lorsqu'il pleure quand il a faim, ou quand il faut le changer, ou quand il a besoin d'attention. Vous voyez que c'est pas le même, c'est peut-être pas la même intonation, c'est même pas la même. Ça peut être avec plus de ardeur, ça peut être plus violent, ça peut être plus fort aussi, ça peut être aussi avec un ton plus aigu, etc. Donc cherchez ces nuances-là. Ensuite, ça peut être aussi que l'enfant pleure quand vous l'emmenez dans un endroit spécifique. Donc ça peut être dans le coin d'une pièce ou dans un espace dans une pièce, à un endroit de la pièce où l'enfant n'aime pas être,
ou ça peut être une pièce spécifique. Dès que vous arrivez avec le bébé dans cette pièce-là, le bébé se met à pleurer. Donc, c'est à vous, en fait, de faire ce travail d'observation pour pouvoir justement savoir est-ce que c'est quelque chose qui est relié à là où est-ce que vous vivez? Est-ce que c'est relié à autre chose? Donc, si vous entrez dans la pièce, le bébé est en train de pleurer et il regarde à un endroit distinct, il a la tête tournée, il regarde dans le coin de la pièce en train de pleurer, ça veut peut-être dire que lui, il voit quelque chose qui est présent là-bas, même si vous ne le voyez pas. Et je ne dis pas je ne dis pas tout ceci pour vous faire peur, je vous dis tout ceci pour que vous soyez plus aptes justement à prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous au lieu de minimiser les choses. Et ça évitera aussi beaucoup de traumas à ces enfants-là lorsque leurs parents sont justement ouverts et font leur travail de parents en les assistant. Donc, une fois que vous mettez un enfant au monde, c'est votre travail de vous assurer que cet enfant-là est de préserver sa santé mentale, spirituelle et physique et de le faire de façon avenante. Donc, il y a des choses que vous allez voir en observant cet enfant-là. Parfois, ça peut être aussi lorsque vous donnez l'enfant à une personne spécifique, il se met à hurler, à crier. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose là où, sur le point de vue énergétique, sur le point de vue même intentionnel, où l'enfant ne supporte pas cette personne. Même si cette personne, vous l'aimez, vous l'adorez, etc. Ce sont des choses parfois qui doivent vous pousser à venir à faire face à une certaine réalité dans votre contexte de vie et dans votre contexte peut-être familial ou dans votre entourage. Mais c'est important que vous preniez le temps de faire cette évaluation-là. Euh, en, en- et une fois que vous avez identifier certains éléments en vous disant, OK, l'enfant n'aime pas être dans cette pièce ou n'aime pas être à cet endroit, mais arrêtez de l'y emmener. Maintenant que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à vous de préserver l'enfant en ne l'amenant pas là-bas. Et ça peut aussi dire que vous devez peut-être vous éloigner de certaines personnes qui sont autour de vous si l'enfant ne supporte pas être proche d'eux. Et ça peut même être que ce n'est même pas une question de ce que la personne vienne toucher l'enfant. Il suffirait que parfois que cette personne-là se rapproche de votre enfant pour qu'il y ait une réaction violente de la part de l'enfant qui se met à hurler, à crier ou peu importe. Et c'est à vous d'être très, très, très ouvert et d'être très attentif en fait. Attentif, c'est le mot que je cherchais. C'est à vous d'être très attentif à votre bébé. Surtout dans cette période où il n'a pas encore la capacité de s'exprimer, de vous dire maman, je n'aime pas cette personne, ou maman, cette personne est méchante, ou maman, il y a quelque chose dans la pièce, est-ce que tu vois ça, etc. Là, l'enfant n'a pas encore la capacité de cette expression-là. Donc, c'est à vous d'être très vigilante, très vigilant par rapport aux gens qui s'approchent et qui sont autour, qui ont des réactions, qui donnent des réactions bizarres à votre enfant. Et je dis que c'est pas nécessairement nécessaire que l'enfant soit en contact direct, qu'il soit dans les bras de cette personne-là, parce que parfois, on peut ressentir ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est la force énergétique qui est autour de chacune des personnes. Donc, vous avez une aura, moi j'ai une aura, c'est l'énergie que je dégage qui est autour de moi. Et cette aura peut être un espace énergétique qui est plus ou moins grand autour de moi. Donc parfois, il faut être très proche. Si mon aura est petite, il faut être très proche de moi pour pouvoir me ressentir énergétiquement. Mais si mon aura est très forte, je n'ai pas besoin d'être proche de quelqu'un pour pouvoir émettre mon énergie et les atteindre ou les toucher ou qu'ils le ressentent au niveau énergétique, bien sûr, s'ils sont sensibles. Mais ça, c'est pour dire que, par exemple, cette personne arrive dans la pièce et votre enfant se met à hurler. Donc, elle n'a pas besoin d'être en contact très direct. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas la peine d'attendre nécessairement que vous mettiez cette personne-là dans les bras de votre enfant, parce que le phénomène peut se produire aussi avec une distance plus grande. Donc, c'est à vous de pouvoir observer ça en se disant, OK, l'enfant pleure, qu'est-ce qui a changé dans la pièce? Quelle est la personne qui vient juste de rentrer ou de sortir, ou qui a mentionné quelque chose? Ça peut être quelque chose que l'enfant a entendu aussi. Donc, il y a tous ces éléments autour de ça. Et l'idée dans ce concept de reconnaître les enfants qui ont 4 yeux, ça veut dire que c'est des enfants qui sont extrêmement importants, qui requièrent non pas plus d'attention, mais l'attention que vous devriez donner à votre bébé de toute manière, qu'il ait 4 yeux ou pas. Vous devriez savoir si votre enfant est en train de pleurer et qu'il regarde du côté du mur ou quelque chose. Vous devriez avoir cette même attention, que ce soit sur un niveau spirituel ou un niveau physique. Peut-être qu'il y a un dessin sur le mur qui est là de manière physique que le bébé voit, perçoit et n'aime pas, trouve ça désagréable. Donc, en tant que parent, mère, père, même oncle, tante, c'est aussi à vous, si vous êtes une tante ou un oncle,
d'un bébé et que vous remarquez ces choses-là, c'est aussi à vous de donner cette attention, surtout si les parents, eux, n'y voient que du feu ou ou minimisent la chose. Après, en termes de ressources, bien sûr, avant, l'aspect typique était d'aller voir un voyant qui pouvait regarder et puis dire qu'est-ce que l'enfant est en train de voir ou qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose en particulier. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas accès à un voyant ou à une personne de votre tradition ou de votre culture pour vous aider, vous assister là-dedans, vous pouvez aussi toujours, pour ceux d'entre vous qui sont religieux, parce que vous m'avez dit, il y en a d'entre vous qui sont chrétiens, qui sont musulmans, qui sont dans une religion, donc allez voir votre leader spirituel pour savoir si eux, ils ont des ressources par rapport à ça. Mais avant même de sortir pour aller vers la religion, moi, je vous dirais utiliser les ressources qui sont dans votre propre famille, parce que peut-être votre grand-mère a vécu la même chose ou a des informations sur ce phénomène. Si vous êtes chanceux, votre arrière-grand-mère ou vos arrière-grands-parents, grand-mère, grand-père, pourraient avoir ces informations-là. Si vous êtes moins chanceux, ben vous demandez à vos parents. Parfois, eux, ils peuvent avoir des expériences. Et vous, qui êtes parents d'une certaine génération dans votre soixantaine et plus, cinquantaine et plus, c'est aussi le moment d'arrêter de vouloir toujours cacher des choses à vos enfants. Surtout lorsqu'il y a des choses qui se produisent, ils ont besoin de cette information-là et le cacher, ça n'avancera à rien. Même si c'est douloureux pour vous de parler de certaines expériences, ce sont des informations qui peuvent être utiles ou parfois qui peuvent même être critiques à des parents qui traversent ce genre de choses et qui peuvent aussi les aider dans leur compréhension, les aider notamment à faire mieux. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont maintenant la soixantaine, qui ont vécu certaines choses et qui refusent d'en parler parce qu'ils pensent qu'en n'en parlant pas, ça fait comme si ça n'avait jamais existé. Et dans ce mal-être, dans ce malaise, leurs enfants ou leurs petits-enfants vont peut-être revivre exactement la même douleur que eux ils ont traversée parce qu'ils se mettent sous silence, à cause de leur silence, on pourrait dire presque, parce que certaines de ces douleurs pourraient être évitées si l'information était partagée. Donc c'est super important à chacune des générations de prendre ses responsabilités en disant quelque chose de traumatisant ou de négatif ou d'imposant m'est arrivé. Et même si je ne veux pas que mes enfants prennent ce chemin-là, il faut que cette information soit quand même partagée pour que vos enfants sachent qu'est-ce que vous avez traversé et pour que si jamais eux, ils sont confrontés à ça directement ou indirectement à travers leurs neveux, des amis ou peu importe, ils puissent avoir un recul sur ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement important. Donc après, s'il n'y a pas de ressources dans votre famille, personne n'a vécu ça, on ne sait pas de quoi vous parlez, on ne sait pas de quoi vous parlez, alors peut-être aller voir votre leader spirituel dans votre religion ou un voyant ou une voyante. Et maintenant, aujourd'hui, avec l'Internet, toutes les ressources sont autour de vous. Maintenant, il s'agit aussi de faire ces démarches-là avec du discernement. Parce que c'est trop facile de dire, on va voir un prêtre, un pasteur, quelqu'un qui nous raconte toutes sortes d'histoires et on n'utilise même plus son discernement à cause de qui est cette personne-là. Non, il faut que vous aussi, vous réfléchissiez à ce qui vous est dit, aux solutions qui vous sont proposées, etc. Et vous voyez si ça a du sens ou pas. Parfois, et puis, dans aucun moment, à aucun cas, votre bébé ne devrait être seul avec un étranger. Vous devriez toujours être présent. Si la personne a besoin de voir l'enfant ou de parler à l'enfant, etc., vous devez être présent. Hors de question de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Vous devez vous voir que l'autre enfant est la prunelle de vos yeux et vous devez être présent pour s'assurer de continuer à veiller à sa sécurité. Peu importe s'il s'agit d'un prêtre, s'il s'agit d'une figure religieuse ou même d'un médium renommé. Il n'y a aucune raison qui justifierait que vous ne soyez pas présent dans la même pièce avec votre bébé lorsque cette personne est en train de lui parler. Et bon, si vous êtes assez assidu et que vous prenez charge, c'est important de savoir que justement, lorsque vous avez un enfant qui a 4 yeux, cet enfant-là fait partie maintenant de votre but dans la vie. Parce que pendant au moins une période de temps déjà qui est critique, au moment où il n'est pas capable de parler, de s'exprimer par lui-même, c'est vous qui allez devoir faire des efforts pour pouvoir justement discerner qu'est-ce qui se passe et pouvoir l'accompagner et continuer à l'assister et à le protéger au besoin. Et donc, c'est pour ça que parfois, surtout si vous êtes une femme ou un homme, ou en tant que parent, vous devez devoir décider parce que le bien-être de cet enfant doit prendre priorité sur votre carrière.
sur la promotion que vous cherchez, certains rêves personnels que vous puissiez avoir. Parce que lorsque vous découvrez que vous avez un enfant comme ça veut dire que votre destin est lié à ça. Et ça veut dire que c'est ça qui fait partie de votre but dans la vie. Et qu'une carrière ne pourra jamais remplacer ce que vous êtes censé faire avec votre enfant. Le temps, l'énergie que vous devez mettre dans votre enfant. Et je dis ça, mais en fait, que vous ayez un enfant à 4 yeux ou pas, ça devrait être pareil, parce que euh, surtout, plus l'enfant est petit, plus il a besoin de temps avec vous. Plus il a besoin de vous et de votre énergie et de votre attention. Euh, donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important que vous preniez ça en considération. Qu'un nouveau-né, parce que si vous y pensez, si vous laissez votre bébé à la garderie, un nourrisson à la garderie, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de même savoir s'il se passe quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que c'est très important que vous ayez et que vous soyez au jour le jour avec votre bébé, au jour le jour, tous les jours, chaque heure, chaque minute, mais que vous ayez le temps d'être avec votre enfant et que vous le preniez comme la prunelle de vos yeux. C'est pour ça hors de question qu'il soit laissé avec un étranger pendant... vous devez être présent, en fait. Et ça pourrait être difficile à entendre parce que certaines personnes vont dire, mais j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je fais, mais il faut que vous pensiez, vous preniez un moment de vous dire et de vous demander, au lieu de penser comment ça va être difficile, etc., dites-vous, posez-vous des questions de savoir comment est-ce que vous allez y arriver. Et c'est souvent ça, au lieu de se focaliser sur toutes les choses qui sont négatives, focalisez-vous sur le positif et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez y arriver. Parce que c'est un des points les plus sensibles où on met des priorités au mauvais endroit et ça fait finir très mal. Et d'avoir parlé aux personnes qui ont vécu plein de choses quand ils étaient enfants juste parce que les parents n'étaient jamais là. Et quand les parents étaient présents, ils ne comprenaient rien, ils ne voulaient rien entendre. Et c'est sûr que si vous prenez le temps d'observer votre bébé et que vous remarquez vous-même qu'il y a cet endroit où il y a cette personne qui sent une réaction bizarre de votre enfant, ce sera beaucoup plus facile quand votre enfant a finalement l'aptitude de pouvoir vous parler, de s'exprimer et qu'il vous dit cette madame-là c'est une sorcière ou moi je vois des monstres ou je vois telle affaire, etc. Ou les fleurs me parlent, les arbres me parlent, les oiseaux me parlent, peu importe. Vous allez être beaucoup plus apte et beaucoup plus ouvert parce qu'une partie de ça, vous l'aurez observé par vous-même sans qu'il ait à vous le dire de façon aussi explicite. Et pareil, pareil, c'est à vous aussi de pouvoir écouter votre enfant sans être forcément en train de critiquer et puis d'y mettre tout ce que vous pensez dedans, en fait. Parfois, il s'agit juste d'écouter ce qu'il a à vous dire, de prendre ce qui a été dit et puis de voir comment vous allez faire avec. Donc, si vous dites, il y a un oiseau qui est en train de me parler, vous demandez qu'est-ce qu'il est en train de te dire. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez maintenant avoir des perchés à oiseaux partout chez vous, c'est pas ça. Mais c'est que vous devez en fait intégrer cette réalité-là et voir justement en observant, en accompagnant votre enfant, voir où est-ce que ça l'amène. Euh, et c'est sûr que c'est un sujet qui est vaste, qui pourrait être discuté plus longuement. Mais je pense que juste avoir le début de cette conversation, que cet enfant-là, aux 4 yeux, pourrait être votre enfant, votre bébé, mais il pourrait être votre nièce, votre neveu, le fils du voisin, etc., etc. Ne minimisez pas lorsqu'un enfant vous dit quelque chose, ne minimisez pas. Ça devrait vous causer de vouloir mieux comprendre qu'est-ce que l'enfant est en train de nous dire et puis d'observer et de donner à cet enfant-là l'attention dont il a besoin. Surtout si vous voyez que ses parents à lui ne l'écoutent pas, euh, ou même pire, le traitent de menteur ou le vilifient à ce jeune âge. Donc ça devient critique pour vous d'avoir cette information pour que vous puissiez agir en tant que parent, mais aussi en tant que sœur, tante, voisine, maîtresse ou autre. Donc voilà, bien sûr, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet-là. Si vous avez vécu ça, je voudrais que vous souligniez justement dans les commentaires peut-être qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à passer à travers de ça. Bien sûr, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et on se reparle dans la prochaine vidéo. Bye.